Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour Liselotte Dutreuil. Merci d'être avec nous. Alors, je suis tentée de ne même pas vous présenter déjà parce que les auditeurs vous connaissent, mais surtout parce que l'émission entière est consacrée à ce que vous êtes, qui vous êtes. Donc, attaquons directement. Vous publiez ces mémoires identitaires 1968-2025, les dessous du grand basculement, chers auditeurs. Donc, le dernier ouvrage de Jean-Yves Le Gallou. Ces mémoires identitaires qui reviennent donc sur les bouleversements que vous avez pu constater tout au long de votre vie d'engagement. Alors, au moment de rédiger ces mémoires, déjà, Jean-Yves Le Gallou, quel était votre sentiment ? Est-ce que vous étiez satisfait de cette évolution ? Dans quelle mesure ? Est-ce qu'au contraire, vous étiez plutôt désespéré ? L'évolution a été globalement négative. Oui, Si on regarde les questions de démographie, les questions d'immigration, l'éducation, on a assisté à une déséducation. On a aussi assisté à une désindustrialisation, tout cela est négatif. En revanche, ce qui peut apparaître positif, c'est le développement des nouvelles technologies et des nouvelles technologies numériques qui ont peut-être des aspects, elles aussi, négatifs, mais qui ont apporté énormément à la lutte pour défendre d'autres idées. Et au fond, la dissidence a gagné au développement de ces nouvelles technologies qui sont arrivées il y a entre 20 et 30 ans. Vous pourriez nous expliquer ce terme de grand basculement ? Enfin, moi, j'y vois une référence aussi à ce fameux terme du grand remplacement. On imagine que ça vient le compléter, ou en tout cas, il y a un parallèle. Oui, tout à fait. J'aurais pu utiliser aussi le terme de grand effondrement en regardant tout ce qui est allé globalement dans le mauvais sens. Évidemment, dans le grand basculement, il y a le grand remplacement, mais il y a aussi le grand effondrement de l'éducation, par exemple, qui est une chose que je trouve absolument frappante et qu'on ne peut plus nier, parce que pendant très longtemps, on a dit que ceux qui disaient que le niveau scolaire baissait, par exemple, fantasmaient. Aujourd'hui, on a des instruments de mesure, notamment les études PISA, qui montrent que les résultats baissent pour les mathématiques, pour la littérature, pour tous les sujets dans tous les pays européens, mais que ça baisse encore plus fortement en France qu'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait, tout baisse, tout s'effondre, tout bascule. Mais à côté de ça, ces mémoires identitaires sont un livre assez joyeux, parce que vous racontez avec entrain, bonhomie, vivacité, 70 ans de combat. On a l'impression que vous avez commencé à 6 ans ou presque. Oui, c'est peut-être un peu exagéré. mais c'est épatant, parce que vous racontez l'école communale que plus personne ne connaît aujourd'hui, avec des profs sévères, francs-maçons et SFIO qui n'hésitent pas à donner des coups de règle sur les doigts, donc, et qui aujourd'hui se retrouvent en correctionnel. Et vous racontez surtout tout un tas de rencontres d'une manière extrêmement vivante. Et bien sûr, c'est un livre politique, c'est un livre intellectuel, mais c'est aussi un livre où, en permanence, il y a des personnages ahurissants qui sortent. Je me souviens de mon recrutement, c'était au Rouquet, une brasserie à l'angle de la rue des Saints-Pères. Tabre et poutres de bois, néon bleu et cadre années 50. J'y rencontre un trentenaire moustachu aux allures mystérieuses. Il s'agit de Jean-Yves Blochet, inspecteur du Trésor au ministère des Finances, 35 ans, adepte de danse bretonne, portant parfois le kilt, fonctionnaire le jour, conspirateur le soir, danseur écossais la nuit. Voilà. Et des Blochets, il y en a partout dans le bouquin. Et donc là, vous êtes recruté aux Grèce, en fait. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, je pense que le grand avantage d'avoir été dissident pendant toute cette vie, c'est d'avoir rencontré énormément de gens, de personnalités extrêmement intéressantes, extrêmement atypiques, et souvent extrêmement intelligente. Si je fais le bilan des gens que j'ai connus, c'est incontestablement dans les milieux de la dissidence intellectuelle ou la dissidence politique, que j'ai connu les plus fortes personnalités politiques et les plus grandes intelligences. Et alors vous les rencontrez, vous en tirez profit. À côté de ça, vous menez votre carrière d'inspecteur, de fonctionnaire. Et arrive à un moment donné, je suis évidemment obligé de sauter 200 pages, arrive un moment donné absolument délicieux où vous taillez des croupières à Arnaud Tessier, où on a l'impression que vous le considérez avec un peu moins de faveur que tous ceux dont vous venez d'évoquer sinon les noms, en tout cas les qualités. Et donc, c'est le moment où vous devez devenir inspecteur général, et Arnaud Tessier, dont vous expliquez qui, pour des raisons qui vous échappent totalement, en tout cas pas à cause de son talent, il a décidé de rédiger beaucoup de biographies de grands hommes, a décidé qu'il voulait votre place, et donc il essaie de vous griller la politesse.
Oui, alors, si vous voulez, dans ce livre... J'en parle parce qu'en fait, Arnaud Tessier revient à 2 ou 3 moments comme étant l'exemple même du faux cul, en fait. Voilà, absolument. Bon, alors, si vous voulez, dans le livre, je suis, dans l'ensemble, je pense, très bienveillant avec tous les gens avec qui j'ai combattu, même si parfois j'ai pu m'opposer à eux. Je pense, par exemple, à Jean-Marie Le Pen. Je suis globalement très bienveillant avec tous les gens avec qui j'ai combattu. Par contre, je suis un peu plus sévère avec quelques fonctionnaires avec qui j'ai travaillé et qui font partie quand même globalement du problème, parce que ce qui est le plus frappant dans l'attitude de la haute fonction publique ou de la haute magistrature d'ailleurs, c'est la volonté de fermer les yeux sur les problèmes, de mettre la poussière sur le tapis et surtout d'interdire de poser les questions. Donc effectivement, c'est plutôt sur ces chapitres de la vie professionnelle que j'ai sorti un petit peu les griffes. Pour le reste, je ne me trompe pas d'adversaire et je suis plutôt bienveillant, mais je me ressens d'ailleurs comme bienveillant vis-à-vis de tous ceux avec lesquels j'ai combattu, finalement, idéologiquement et politiquement. Vous mentionnez les désaccords que vous avez eus avec Jean-Marie Le Pen. C'est le moment de revenir peut-être sur cette scission qu'il y a eu au sein du Rassemblement national. C'était donc le Front National à l'époque. Et le Front National, voilà. À l'époque, oui. Il y a eu donc la création du MNR. Jean-Yves Le Gallou, est-ce qu'avec le recul, vous referiez cette scission? Est-ce que vous y reparticiperiez? Est-ce que vous l'encourageriez? Est-ce que vous prendrez parti pour le MNR? Vous savez, je crois que c'est la situation politique qui a conduit à ce conflit qui, d'un certain point de vue, était inéluctable, même s'il a été honnêtement dommageable. Donc de ce point de vue-là, je peux avoir des regrets, mais je crois que c'était un peu inéluctable parce que Jean-Marie Le Pen, qui a eu énormément de qualité, de lucidité et de courage, avait quand même comme habitude de tuer ses numéros 2, ce qui était peut-être la sagesse, et donc le conflit avec Bruno Maigret était inévitable. Et il y a eu au fond un conflit entre le chef charismatique et l'homme de la stratégie et de l'appareil. Ça a été un appauvrissement général, finalement. Je ne suis pas sûr que c'était totalement évitable. Une petite relance rapidement, chers auditeurs. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous retrouvons Gilles Lartigot pour parler d'alimentation. Quels enjeux à l'ère de la malbouffe? C'est à 8h09. En attendant, on poursuit avec Jean-Yves Le Gallou et Richard Desèze. Parmi les choses qui sont tout à fait fascinantes, c'est justement tous ceux que vous avez rencontrés, parce que donc il y a Arnaud Tessier, mais enfin voilà, c'est un grain de sable. Mais vous croisez Poniatowski, vous croisez Debré, vous croisez Le Pen, vous croisez Zemmour, vous croisez Marion Maréchal. En fait, vous croisez tous ceux qui comptent dans le milieu politique à droite, et même pas qu'à droite, puisque vous croisez Julien Drey, pour votre plus grand bonheur, de 1970 à 2000. Je croise beaucoup, je passe beaucoup de temps avec Julien Drey, ou avec Manuel Valls, ou avec Jean-Paul Huchon. Je passe beaucoup de temps avec ces personnalités socialistes, puisque nous siégeons pendant très longtemps, 18 ans par exemple, avec Valls, dans la même assemblée, au Conseil régional d'Île-de-France. Alors vous me direz, on est 170, donc c'est vaste, mais à l'intérieur de cette assemblée, l'organe le plus important, c'est la commission permanente, où on est 40, on se retrouve tous les mois pendant une journée, donc on finit par se fréquenter. Voilà. Donc effectivement, j'ai aussi fréquenté quelques personnalités socialistes. Bon, alors je dois dire que quand je vois ce que me reprochait à l'époque Monsieur Julien Drey ou Monsieur Manuel Valls, quand je posais la question de l'immigration ou de l'islamisation, et que ça les faisait monter sur les grands chevaux, et que je les regarde aujourd'hui, ou que je les entends parler aujourd'hui dans les médias, ou très régulièrement sur CNews pour Monsieur Drey, je me dis, il y a quand même eu un certain changement. Ceci étant, c'est s'être beaucoup trompé, c'est ce qui leur permet de parler encore aujourd'hui, alors qu'avoir été assez largement lucide ne me permet guère de parler aujourd'hui en dehors des médias alternatifs. C'est vrai qu'on vous voit très peu à CNews ou à France Inter pour expliquer à quel point vous aviez raison avant les autres. Et ce qu'il y a de remarquable, et vous le dites très bien dans ce livre, c'est-à-dire vous le dites sans acrimonie, et c'est vraiment l'une des qualités du livre. Dire, ça pourrait être en fait un jet d'acide permanent contre... Ah non, pas du tout. Mais non justement.
Honnêtement, je regrette presque l'acide que j'ai mis sur la partie professionnelle, parce que c'est pas la tonalité générale du livre. Non, vraiment, c'est un livre qui est irénique, qui est drôle, qui est rempli d'anecdotes, mais qui à chaque fois trace sa route. Vous dites bien, voilà, on avait écrit un rapport, et, il a été décidé de ne pas le publier. On avait publié des notes, finalement, les gens ont décidé de ne pas les lire. On avait le Grèce, la nouvelle droite commençait à se constituer. L'immigration, à l'époque, était un véritable sujet posé sur la table. Le Figaro en parlait normalement. Et puis, brusquement, un autre grand basculement, ça devient totalement tabou. Et du jour au lendemain, la gauche morale prend le pouvoir, au moins médiatique avant de le prendre politiquement, et c'est fini. Oui, et il y a, si vous voulez, la grande peur de dire les choses. La grande peur de dire les choses, évidemment, c'est très fort dans l'administration, mais c'est très fort aussi dans la politique. Et donc, les gens ont vécu dans l'autocensure permanente. Hein. Je raconte l'anecdote à un moment. Là, on est dans le domaine, dans le monde politique, au Conseil régional. On présente un certain nombre d'amendements dont certains sont tout à fait raisonnables. Et il y a un élu RPR qui me dit: il est très bien votre amendement, je voudrais le voter, demandez un scrutin public. Et donc je demande un scrutin public, et il ne le vote pas. Alors je le retrouve à la buvette, mais je lui dis: mais pourquoi? Elle m'a dit: ah, mais je voulais un scrutin secret. Ce qui évidemment n'existe pas en plus pour des positions publiques. Dans des assemblées, les scrutins secrets existent pour dire les personnes, pas pour voter pour ou contre telle ou telle disposition. Il me dit: mais je voulais un bulletin secret. Alors, je lui explique que c'était pas possible. Il me dit: faut pas m'en vouloir, je suis lâche. Voilà. Alors ça m'a sidéré, si vous voulez, parce que pendant très longtemps, il y avait des gens qui ne savaient pas tirer au pistolet ou manier l'épée, qui se levaient à 5h du matin pour aller livrer un duel où ils allaient mourir, mais ils préféraient se lever et risquer d'aller mourir plutôt que de perdre leur honneur. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vous donnent comme exemple, comme excuse: faut vraiment pas m'en vouloir, je suis lâche. C'est d'une franchise incroyable. C'était un certain courage, tout à fait, de le dire, oui. Une certaine franchise, voilà. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous avez noté une évolution dans la façon de militer ? On a une image quand même, vous militez depuis que vous avez 20 ans à peu près, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a vraiment une peur bleue de tout ce qui peut être radical, que ce soit dans les modes d'action. La répression contre les militants du Camp National n'a jamais été aussi forte. Et pourtant, on a l'impression que les actions militantes en elles-mêmes n'ont jamais été aussi lisses. Enfin, on parle de banderoles, on parle de manifestations, mais tout est quand même très encadré. À l'époque, rien que des collages d'affiches, les échos que j'ai pu en avoir de gens bien plus âgés que moi, me font penser que c'était quand même beaucoup plus musclé. Oui, et même, si vous voulez, y compris dans les milieux réputés modérés. C'est ça. Moi, j'ai livré, maintenant ça remonte quand même à 40 ans, mais une bataille municipale à Antony, avec d'un côté le RPR et l'UDF, auquel je participais à l'époque, et de l'autre la gauche sociale ou communiste. Et il y avait pratiquement tous les soirs une bagarre de couleurs d'affiches pour tenir le pont. Ça ne s'invente pas, le pont de Stalingrad, parce qu'il y avait un pont de Stalingrad dans la ville, qui était un endroit où passaient beaucoup de voitures, et donc il y avait régulièrement des bagarres pour le contrôle du pont. Voilà. C'était même pas, on peut même pas dire que c'était la droite radicale ou l'extrême droite. Non, c'était l'extrême gauche, oui, enfin le Parti communiste d'un côté, et de l'autre côté les partis de droite modérés. Alors, si on va un peu plus loin, moi j'ai jamais eu de passé activiste. Hein, donc j'en parle de manière assez extérieure. Mais dans les années après 68-70, il y avait encore une droite radicale qui tenait un peu la rue et qui l'a totalement perdu aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable, parce que à partir du moment où les éléments de droite radicale ont perdu le contrôle des facs, plutôt des facs d'ailleurs que de la rue, eh bien c'est l'extrême gauche qui l'a pris complètement. Et un des éléments du déséquilibre politique est lié aussi à ça. Parce que si vous êtes un professeur d'université, vous devriez n'être préoccupé que par la vérité scientifique et la recherche de la vérité scientifique. C'est pas vrai. Vous avez quand même une pression militante d'extrême gauche très forte et qui n'est absolument pas contrebalancée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pratiquement dissous
Génération Identitaire, Monsieur Darmanin, a dissous Génération Identitaire pour avoir posé des banderoles. C'est ça. Ce qui est quand même absolument incroyable, quoi. La droite militante s'est retrouvée à se battre à la fois contre l'extrême gauche et contre le système. Donc bon, c'était un combat qui était aussi un peu perdu d'avance. On peut pas multiplier les ennemis à l'infini. Perdu, non, parce que ça a quand même contribué à faire évoluer les mentalités. Donc je crois qu'il n'y a pas de regret à avoir. Si on reprend le combat des identitaires, les deux points forts qui ont été l'occupation du toit de la mosquée en construction de Poitiers, ça a bien focalisé sur la question de l'islamisation. Et l'opération Defend Europe sur les frontières a bien mobilisé aussi sur l'aspect invasion migratoire. Donc le travail a été fait. Voilà. Il y a quelque chose, comme vous dites, tout fonctionne, c'est remarquable, on arrive au bout de 70 ans de combat et vous dites en fait je ne regrette rien, j'aurais quasiment fait la même chose, j'ai pas l'impression que ça a été un sacrifice, même si j'y ai laissé des plumes. Et il y a quelque chose qui est tout à fait émouvant, c'est la manière dont vous avez toujours soutenu les militants. À défaut d'être activiste vous-même, il n'y a pas un militant n'est tombé sous les coups de la police, de la justice, sans que vous ne soyez levé pour le défendre. Absolument. Alors, si vous voulez, dans mes bons souvenirs politiques, si vous voulez, j'ai le souvenir de Bois d'Arcy, où je suis allé chercher un militant qui avait fait 18 jours de préventive. Objectivement, il avait fait une bêtise. Il avait envoyé de la grenaille sur quelqu'un qui devant chez lui qui venait quelqu'un qui venait chez lui l'agresser voilà. Bon, honnêtement, après avoir subi une campagne d'intimidation où lui crevait les pneus de sa voiture tous les jours ou presque donc voilà. Il avait honnêtement la réaction était pas forcément très très opportune mais j'ai choisi de le défendre. Je lui ai trouvé un avocat, ça c'est très important, maître François Wagner, et pendant les 18 jours qu'il a passé en prison, il s'est senti soutenu, il recevait 100 lettres par jour, et je suis allé le chercher avec un collaborateur le jour de sa sortie à la prison de Bois d'Arcy, où on a d'ailleurs été assez bien accueillis par le personnel. Alors pour ceux qui ont des doutes sur qui fréquente les prisons, je peux vous dire qu'on était assez peu nombreux dans la file d'attente à être d'origine européenne, et ça remonte maintenant. C'est une affaire qui remonte à 1987. Je ne pense pas que ce soit arrangé depuis. 1989, pardon. Ce soutien aux militants, d'ailleurs, ne vous a pas empêché d'être haut fonctionnaire, d'être député européen, d'avoir une belle carrière. Finalement, c'est bon de le rappeler aussi. Oui, absolument. Mais moi, je ne regrette pas, franchement. Si j'ai un reproche à faire aujourd'hui, si vous voulez, au Rassemblement national, c'est de lâcher les gens. Voilà. Les gens ont un problème, ils vont avoir un articulat dans Libération, et à ce moment-là, ça va être considéré comme une horreur absolue, ce qui fait que j'appelle Nicolas Massol, qui est le journaliste de Libération, spécialiste, entre guillemets, de l'extrême droite et du Front National, je le qualifie de DRH du Rassemblement National, parce que s'il fronce un sourcil, à ce moment-là, c'est la panique. Je crois que c'était pas un très bon mode de sélection des cadres et des militants. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Voilà. L'entretien touche Merci Richard. Merci Liselotte. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle donc Mémoires identitaires, 1968-2025, les dessous du grand basculement. C'est édité chez Via Romana, chers auditeurs. Donc vous pouvez vous le procurer. C'est un ouvrage très agréable à lire, comme l'a souligné Richard. Le plus simple pour le moment, puisqu'il n'est pas encore arrivé en librairie, c'est de le commander sur le site de l'éditeur. Voilà. Et puis, une fois qu'il sera en librairie, vous avez une date à peu près, Jean-Yves ? Oui, la fin du mois, donc on est tout prêt. On est tout prêt, et puis surtout, on attend la mise à jour, puisqu'il vous reste encore beaucoup de travail, Jean-Yves. Oui, absolument, c'est le premier tome. Voilà, merci Jean-Yves.